il y a, on parle beaucoup de l'actualité de la bataille d'Idlib. Donc la bataille d'Idlib, qui est la dernière. La bataille d'Idlib, qui est la dernière. Vous avez un directeur du renseignement militaire qui va vous montrer exactement où c'est. Voilà. Voilà. Et alors dans cette bataille d'Idlib, donc c'est la dernière partie du territoire, on en parle beaucoup, vous entendez à la télévision, etc. On en parle beaucoup parce que c'est la dernière partie du territoire syrien qui n'a pas été reconquise par le régime de Bachar al-Assad. Et il y a eu une discussion récemment à Téhéran dans ce qu'on appelle le sommet de l'axe d'Astana. L'axe d'Astana, c'est une réunion qui a eu lieu à Astana entre la Turquie, qui est proche des rebelles au régime de Bachar al-Assad, l'Iran et la Russie. Et donc il y a eu une réunion à Téhéran où d'ailleurs ces gens se parlent mais ne sont pas forcément d'accord, où un constat de désaccord a été fait. Il y a 3 positions après Astana, mais notre ami Nicoulou va vous en parler. Il y a 3 positions. Il y a la position des Turcs qui dit on ne change rien, ça reste un grand secteur, cette zone libre, où vous avez donc les rebelles, à la fois des rebelles soutenus par l'Occident de l'armée syrienne libre, mais beaucoup aussi de rebelles islamistes, notamment de Al-Nusra, djihadistes, c'est-à-dire de Al-Qaïda, si vous voulez, et quelques restes moins nombreux, beaucoup moins nombreux, de l'État islamique. Alors, les Turcs qui disent on ne change rien. Les Russes, la position des Russes, c'est le contraire, c'est-à-dire on va aider militairement le régime de Bachar, le gouvernement légitime syrien, selon les Russes, à reprendre sa province d'Idlib. Et puis vous avez l'Iran, François Nicoulot vous en a parlé, qui a une position, je dirais, intermédiaire, qui est de dire, bon, il faut faire la part des choses entre les terroristes et les rebelles, ceux qui acceptent le processus de discussion d'Astana, et avoir une reconquête d'Idlib par étapes, et avec une discussion avec ces rebelles qui acceptent ce processus de négociation d'Astana, par étapes, avec les Iraniens sont favorables à la promulgation d'une amnistie générale à l'égard de ces rebelles qui acceptent le processus d'Astana. Bref, je vous dis tout ça, c'est pour faire la liaison sur le dossier syrien avec ce que va vous dire François Nicoulot, c'est-à-dire quel est le jeu aujourd'hui de 2 grandes puissances régionales anciennes, qui est la Turquie et l'Iran, la Turquie et l'Iran qui ne se font plus la guerre depuis le début du XVIIe siècle. Quel est leur jeu et comment l'Iran aussi, cher François, va essayer d'échapper, ou va peut-être pas pouvoir échapper, au blocus économique que veut lui imposer l'Amérique, puisque comme vous le savez, l'Amérique Trump a cassé l'accord international qui était pourtant sanctionné par les Nations Unies, par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'accord international du 14 juillet 2015 sur le nucléaire iranien. François, tu as la parole. Merci beaucoup. Donc, si on essaye effectivement de structurer un peu ce paysage extraordinairement fracturé que représente le Moyen-Orient, on a vu effectivement les grandes puissances extérieures, Russie, États-Unis, puis la non-puissance qui est l'Europe, mais enfin au moins le jeu de quelques Européens, ça c'est le cercle extérieur, et puis à la fois dedans et dehors, il y a au fond 2 autres puissances, 2 puissances régionales que sont la Turquie et l'Iran, qui sont quand même originales parce que ce sont 2 balcons en quelque sorte qui surplombent le monde arabe et elles ont des points de ressemblance, ces 2 nations. Elles sont d'abord toutes les 2 des héritières
de grands empires. Et elles ont aussi le fait qu'elles sont originales dans la mesure, bon, ce ne sont pas des nations arabes précisément, ce sont des nations musulmanes, elles sont à la fois réunies par l'islam et aussi séparées par le schisme qui a été installé, on peut le dire, au XVIe siècle par l'empire safavide, l'empire donc qui a précédé la nation iranienne, et qui, pour se distinguer précisément des Turcs, qui avaient l'ambition d'installer un califat dans l'ensemble du monde musulman, a imposé par la force, les Safavides ont imposé par la force à la population iranienne la conversion au chiisme. Donc on a deux nations qui surplombent le monde arabe, sont quand même profondément liées par toute une histoire. Leurs frontières n'ont pas bougé depuis la fin du XVIIIe siècle, c'est quand même intéressant. Donc ça donne le sens d'une certaine stabilité. Et deux nations qui aujourd'hui refusent d'être les jouets des grandes puissances, qui comme jeux auxquels se sont trop souvent prêtés, mais comment faire autrement, les petites nations arabes. Il faudrait parler évidemment de l'Égypte, qui était quand même une grande nation arabe, elle aussi héritière d'une longue histoire, mais qui se trouve, pour des raisons qu'on a peut-être développées déjà, qui se trouve hors jeu pour le moment. Et donc, si on se concentre un petit peu sur l'Iran, comme m'y invite Renaud, précisément ce refus au fond, d'entrer dans le moule, finalement, qu'essaie de lui imposer à la fois l'Occident, et en particulier les États-Unis, bien entendu, on en fait véritablement le mauvais objet, celui qui complique la vie de tout le monde. Et on reproche effectivement à l'Iran en ce moment au fond, deux stratégies. La première, c'est de tenter de créer un arc chiite qui irait de Téhéran et même peut-être des rives orientales de l'Arabie Saoudite, où il y a des populations chiites, et même du Yémen, et qui irait jusqu'à la Méditerranée, en tous les cas de créer un axe fort Téhéran-Méditerranée. Ça, c'est la première stratégie, la première ambition qui lui est reprochée comme déstabilisatrice dans le langage de ceux qui le lui reprochent. Et puis une deuxième ambition qui est d'instaurer sa primauté dans le Golfe Persique. Vous savez qu'il y a un sujet qui fait l'unanimité en Iran, mais alors vraiment à 100%, c'est la dénomination de Golfe Persique. Précisément, les Iraniens sont extrêmement attachés à cette notion, et évidemment cette primauté dans le Golfe Persique, qui pour eux était naturelle, c'était leur mer intérieure pratiquement au XVIe, au XVIIe siècle, et même avant, s'est trouvée évidemment remise en cause par la création de tous ces Émirats et bien entendu l'apparition de l'Arabie Saoudite, mais ça, on y reviendra. Et cette crise, évidemment, avec l'Iran, a pris une forme paroxystique maintenant, avec la sortie de Trump de l'accord nucléaire et la volonté d'obtenir de l'Iran non seulement l'ambition, la renonciation à ses ambitions nucléaires, mais également la renonciation à ses ambitions régionales, d'exercer une hégémonie sur la région, et renonciation également à ses ambitions balistiques. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce qu'on aura l'occasion de rebondir sur tous ces sujets. Parfait, de toute façon, on aura l'occasion de rebondir parce que, comme je vous l'ai dit, il y aura toute une session pour les questions de la salle. Alors, c'est une région aussi, et vous ne manquerez pas, j'imagine, on a laissé beaucoup de trous, vous ne manquerez pas de me poser des questions lors de la session de 30 minutes consacrée aux questions. Alors, c'est une région aussi, on le voit, qui concentre tous les extrémismes religieux. Vous voyez, par exemple, l'Amérique latine, mais il n'y a pas cette effervescence religieuse. En Asie non plus. En
Asie, il y a quelques spots comme ça, Birmanie, etc. Mais sinon, c'est pas une région qui suscite comme ça les extrémismes religieux. Alors, je vais d'abord demander donc à Pierre Conessa de nous expliquer, d'abord, je vais donner la parole à Clarence pour nous expliquer dans ce Moyen-Orient le jeu de l'Arabie Saoudite, y compris d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai parlé de l'extrémisme religieux. Est-ce que l'actuel patron de l'Arabie Saoudite, qui est le prince héritier, on appelle MBS, Mohammed bin Salman, est-ce que ce patron de l'Arabie Saoudite veut vraiment changer, renoncer à la doctrine puritaine extrêmement stricte, extrêmement obscurantiste du wahhabisme? Abdel Wahab était une sorte de Calvin du sunnisme à la fin du XVIIIe siècle en Arabie Saoudite, et les Wahhabs et les Saouds ont fait, ce sont des familles qui ont toujours été alliées. Alors, c'est la question que je vais poser. Ensuite, Clarence va donner la réponse. Ensuite, notre ami Pierre nous donnera un tableau, s'interrogera sur les raisons pour lesquelles le Moyen-Orient suscite tous ces extrémismes. Ensuite, je demanderai à Patrick Calvar de me dire quelles conséquences a cette exportation, n'est-ce pas, de cet extrémisme religieux chez nous, en France. Ensuite, je demanderai au général Gomard de me faire un panorama mondial de l'exportation de ces extrémismes religieux qui peuvent être sunnites ou chiites, etc., à travers la planète. Alors, pour l'Arabie Saoudite, Clarence, tu as la parole. Merci, Renaud. Alors, c'est vrai que tu disais MBS qui dirige l'Arabie Saoudite, et on oublie quand même qu'il y a encore son père, qui est le roi. C'est vrai aussi que le roi Salman a adoubé donc son fils préféré, Mohammed bin Salman, le 21 juin 2017, au détriment donc de son cousin Mohammed bin Nayef, qui jouait un rôle très important. Moi, je l'ai vu même en vivant là-bas en Arabie Saoudite. C'était quand même quelqu'un qui collaborait beaucoup justement avec les Occidentaux. C'était Monsieur Sécurité. C'est lui qui d'ailleurs en 2011 avait pu repousser donc les terroristes d'Al-Qaïda du côté du Yémen, puisque c'était venu la plateforme donc, de Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Donc c'était quand même quelqu'un de puissant. Et là, l'Arabie Saoudite se retrouve avec un jeune de 33 ans, qui effectivement donc présente comme le calife à la place du calife, mais on se rend compte quand même qu'il commet pas mal d'erreurs justement stratégiques, et on le voit puisque il a été propulsé, on va dire, par son père en janvier 2015, vice-prince héritier et également ministre de la Défense. Et c'est d'ailleurs lui qui a provoqué cette guerre au Yémen, dans laquelle eh bien, les Saoudiens sont empêtrés. C'est un petit peu le petit Vietnam saoudien. Une guerre qui coûte excessivement cher, presque 7 milliards, on parle de 7 milliards d'euros, et surtout en vie humaine. Plus de 10 000 civils et enfants qui ont été tués donc, au Yémen. Donc on voit que, si vous voulez, les choix un peu stratégiques de la part donc, de ce jeune prince sont assez aléatoires, mais qui conduisent malheureusement l'Arabie Saoudite à commettre des erreurs quand même qui sont très très lourdes. Ce que je voulais dire également par rapport j'ai envie de dire qu'il y a eu deux périodes. Il y a eu cette période donc avec le roi Abdallah et maintenant avec le roi Salman. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une politique beaucoup plus offensive depuis l'avènement du roi Salman et de son fils Mohammed bin Salman. Rappelez-vous, on parlait très peu de l'Arabie Saoudite
offensive sur un plan soit même stratégique ou militaire. Tout se faisait un petit peu, si vous voulez, en catimini. Et là, force est de constater que l'Arabie Saoudite a pris un peu du poil de la bête, depuis aussi que les Américains les ont laissés tomber, et notamment on parle de Barack Obama en 2011, au moment des printemps arabes, et notamment quand ils ont lâché Hosni Moubarak. Et là, effectivement, le roi Abdallah avait vu rouge, a dit bah, nous, on coupe les relations que nous avons, malgré le plan Quincy, hein, ça c'est comme tu l'as expliqué, Renaud. Et donc, l'Arabie Saoudite s'est dit ben, on va se débrouiller tout seul. Et c'est là que la France aussi a voulu s'engouffrer dans la brèche. Dans la même ligne que défendait donc l'Arabie Saoudite, avec une arrière-pensée en ce qui concerne les Français, en se disant bah, on va peut-être récupérer des contrats. Sauf que les contrats aujourd'hui, c'est quand même, il y en a très peu qui ont été signés, et on s'est fait notamment, je parle du TGV, puisque ce TGV est revenu donc aux Espagnols. Enfin, ça c'est juste un exemple, mais c'est tout ça pour vous dire que, en fait, la France a un ami plutôt circonstancié en ce qui concerne donc l'Arabie Saoudite, et que ça pose voilà, des problèmes. Ce que je voulais dire également, en Arabie Saoudite, pour les Saoudiens, ce n'est pas Daesh la bête noire. Et vous l'avez dit tout à l'heure, François, donc Nicolo, c'est l'Iran. Donc tout est, si vous voulez, conditionné. Ce sont les Iraniens. Je veux dire que pour les Saoudiens, ce n'est pas Daesh, quand bien même ils ont compris qu'ils pouvaient être aussi la cible de terroristes en 2003-2004, quand l'Arabie Saoudite a été donc, la cible d'attentats, ils se sont dit, ah, nous aussi, on peut être aussi donc, la cible d'actes de terrorisme, et notamment par les enfants saoudiens. Donc, par rapport justement, alors c'est vrai que l'Arabie Saoudite, en ce qui concerne le terrorisme, et sous l'ère, j'ai envie de dire, de Mohamed bin Nayef, a pris quand même des décisions drastiques, chose qu'on ne savait pas forcément, mais à l'intérieur, il y a eu une politique drastique concernant donc l'antiterrorisme. C'est à ce moment-là qu'ils ont créé aussi des centres de réhabilitation. J'ai visité notamment un centre de réhabilitation de Mohamed bin Nayef, qui était quand même, c'est pas, si vous voulez, c'était quasiment un 5 étoiles. Hein. J'ai vu avec piscine, avec des chambres pour recevoir leurs familles, etc. Donc voilà. Sinon, en ce qui concerne, pour revenir à aujourd'hui, parce que je pense que vous allez poser des questions, donc ce sera encore plus simple, mais pardon. Aujourd'hui, on se rend compte que l'Arabie Saoudite, à cause, je veux dire, de la chute vertigineuse du prix du baril de pétrole, est obligée de revoir sa politique sociétale, sa politique bien sûr économique, puisque le prince Mohamed bin Salman a mis en place ce plan Vision 2030, qui tend donc à diversifier l'économie de ce pays, et qui lui impose aussi des changements, donc, des changements sociétaux, avec notamment l'autorisation de conduire accordée aux femmes, permettre aux femmes également d'ouvrir donc des sociétés, etc. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il est devenu féministe ou quoi que ce soit, c'est parce que l'Arabie Saoudite connaît une situation, je veux dire, qui est très compliquée, très difficile, et avec tout ce qu'il a pu faire ces derniers temps, Mohamed bin Salman, en enfermant notamment des membres de sa famille, on n'est pas à l'abri. Mais je dis on parce qu'on va être, de toute façon, on sera de facto, comment dirais-je, on va être par rapport à ce qui va se passer. Moi, je pressens vraiment une implosion dans ce pays, parce que ça risque de partir dans tous les sens, et on sera concerné. Voilà, j'ai envie de dire que la France sera concernée. Alors, merci Clarence. Donc, l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on ne sait pas encore si elle va réussir sa transformation vers le modernisme. Soit l'Arabie Saoudite va pouvoir devenir un grand pays plus moderne, c'est-à-dire utiliser sa richesse, avec quand même un prix du baril qui est en train de remonter. Il remonte, je sais pas, il est à $77 le baril aujourd'hui, mais il est descendu effectivement assez bas. Mais ça, les jeux ne sont pas faits encore.
En revanche, on peut dire, ça c'est avéré, que la politique étrangère de l'Arabie Saoudite a été une catastrophe parce qu'elle a commencé plusieurs guerres qu'elle a perdues. La première guerre, c'était la guerre de Syrie, donc entièrement perdue parce qu'elle a financé à coup de dizaines de milliards de dollars la guerre contre la Syrie, parce que, comme l'a dit Clarence, il y a cette obsession de l'Arabie Saoudite par rapport à l'Iran, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite ne souhaitait pas que la Syrie devienne une démocratie, bien sûr que non, mais souhaitait que la Syrie rompe son alliance avec l'Iran. La Syrie a refusé, donc l'Arabie Saoudite s'est mise à fond dans la guerre contre le régime syrien et a perdu cette guerre. Elle s'est aussi mis dans une guerre extrêmement cruelle, parce que vraiment de bombardements aériens avec ses amis émiratis contre le Yémen, pays, on ne va pas parler longtemps du Yémen, mais grosso modo le Yémen est un pays où vous avez des montagnards, qui s'appellent les Houthis, des sortes de chiites, ils sont zaïdites, c'est pas vraiment des chiites comme duodécimains, comme qui croient aux 12 imams comme en Iran, mais enfin c'est une sorte de chiisme, et qui effectivement ont pris le pouvoir dans la capitale. Ce sont des bons combattants, ces montagnards, ce sont des bons combattants, ils s'étaient à un moment d'ailleurs rapprochés de l'ancien président Saleh, et les Saoudiens et les Émiratis ont essayé de sauver le gouvernement qui était en place, et en faisant une campagne de bombardement aérien massif qui a provoqué des désastres humanitaires, des épidémies, etc. Et même une petite action à terre. Ils ont promis qu'ils allaient prendre le port d'Hodeïda. Là, ça se trouve le long de... sur la mer Rouge, là, c'est un port qui se trouve sur la mer Rouge, du Yémen, et ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux armées très modernes, avec tout leur équipement occidental, l'armée émirati, l'armée, n'est-ce pas, saoudienne, et même les Émiratis, qui se prétendent très anti-islamistes, utilisent d'ailleurs au Yémen des éléments djihadistes, n'arrivent pas à prendre le pouvoir, et on a une catastrophe qui commence à être de plus en plus dénoncée. Donc on est là, typiquement dans ce cas, dit Pierre au début de cette séance, c'est-à-dire la militarisation des crises. L'Arabie Saoudite n'avait absolument pas besoin d'intervenir dans une crise politique intérieure au Yémen, mais elle est intervenue, elle l'a militarisée, et ça donnait une catastrophe absolue. On ne sait pas comment aujourd'hui finir cette guerre. Guerre comme toutes les guerres au Moyen-Orient, qui est aussi parfois alimentée. On parlait de ces djihadistes sunnites qui font alliance aux Émiratis dans le sud du Yémen pour combattre les chiites houthis. Donc une région qui est alimentée par ces extrémismes religieux, et donc c'est ma transition pour te donner la parole, mon cher. Je veux juste intervenir d'une petite seconde. Si effectivement l'Arabie Saoudite s'est initiée, enfin elle a provoqué, j'ai envie de dire, cette guerre au Yémen, n'oublions pas, c'était donner une légitimité à ce prince héritier qui est aujourd'hui prince héritier, mais qui était vice-prince héritier ministre de la Défense, que personne ne connaissait. Et donc c'était de lui donner, si vous voulez, une légitimité. C'est ça qui est important. C'est le premier acte, en fait, de ce nouveau ministre de la Défense que personne ne connaissait, de ce jeune homme, Mohamed bin Salman, c'est de commencer cette guerre au Yémen qui se révèle une catastrophe pour l'Arabie Saoudite. Alors la justification des Saoudiens, c'est toujours l'obsession, comme ça a été très bien dit, l'obsession à l'égard de l'Iran, puisqu'ils disent nous ne voulons pas d'un Hezbollah qui menacerait l'Arabie Saoudite comme le Hezbollah au sud du Liban menace Israël. C'est tout à fait exagéré parce qu'en fait, mais je donnerai la parole tout à l'heure à François Nicolot pour nous expliquer ça, en fait c'est tout à fait exagéré
parce que il y a un soutien politique, peut-être un peu militaire, mais difficile parce qu'il y a un blocus, des Iraniens pour le Yémen, mais ce n'est pas du tout une priorité de leur politique. Donc c'est très exagéré, c'est une perception très exagérée d'un danger yéménite pour l'Arabie Saoudite qui a provoqué, c'est la thèse brillante de Pierre, la militarisation inutile d'une crise. Tu as la parole sur les extrémismes religieux. Je reviens une minute sur ce que disait Clarence. Transformer un salafiste djihadiste en wahhabite, c'est beaucoup moins compliqué que d'en faire un républicain. Hein, je veux dire, donc les conditions vertueuses dans lesquelles vous traitez. C'est pour ça qu'on a des taux de réussite de 96% annoncés par l'Arabie Saoudite dans la déradicalisation du combattants. Bon, cela dit, la guerre du Yémen est aussi une guerre intéressante parce que c'est une guerre à trois. C'est rare, ça n'existe pas beaucoup dans le de la planète. C'est-à-dire vous avez l'Arabie Saoudite qui veut taper sur les Houthis, mais en même temps Al-Qaïda dans la péninsule arabique, considérée par la CIA comme la partie la plus dangereuse d'Al-Qaïda, on ne sait pas contre qui ils se battent, mais ils se battent certainement, et puis vous avez les Houthis qui probablement se battent contre les deux autres. Donc c'est un scénario de guerre qui mériterait d'être étudié par des responsables du renseignement militaire, parce qu'on ne sait pas comment ça ressemble à un film des gros chaubards, vous savez, où les gens se distribuent des claques et on ne sait jamais qui va finir à la fin.